By Jove, Blake et Mortimer ont 75 ans. À cette occasion, Jean Van Damme, Teun Berzerik et Peter Van Dongen créent, avec le dernier Espadon, une suite à la BD qui a marqué leur enfance et celle de nombreux lecteurs. Car l'Espadon n'a pas livré tous ses secrets. Blake et Mortimer, nouvel album en librairie le 19 novembre avec Europe 1. Leurs noms sont indissociables. Si l'on en prononce un, l'autre suit malgré nous. Blake et Mortimer. Hello Mortimer. Ah mon cher Black. Désolé d'interrompre vos vacances Mortimer, mais ça va mal. On trouve leur album dans toutes les bibliothèques, on se les transmet de génération en génération. Blake et Mortimer traversent le temps. Voyez sergent, sur le mur, ce dessin à la craie. La marque jaune. Après le passé, les origines de Blake et Mortimer, voilà le présent, le nouvel album, le dernier Espadon. Illustré par Teun Berzerik et Peter Van Dongen, scénarisé par le grand Jean Van Damme, l'inventeur de 13 et Largo Winch. Alors il y a toujours une première fois pour Blake et Mortimer. En général, leur découverte est un choc. Ce fut le cas pour Jean Van Damme, il nous a reçus chez lui. Il est un fan de la première heure, de la toute première. By Jove! Je fais partie de ceux qui l'ont découvert dès le premier jour, très exactement le 26 septembre 1946. Mon papa m'a donné les 3 francs 50 belges que coûtait le tout premier journal Tintin qui sortait dans les kiosques. Et il y avait un kiosque au bas de ma rue, donc je me suis précipité. J'ai découvert évidemment cette première page de Jacobs, de Blake et Mortimer. Vous voyez un gros Chinois qui hurle de méchante façon dans un micro, mais qui hurle « Nous avons gagné la 3e guerre mondiale !» Et ces images de Paris en flammes, Londres en flammes, tout est... Vous avez 7 ans et demi, vous sortez de la guerre, vous avez quand même le souvenir des V1, des V2 et de quelques bombardements. Ça vous colle tout de suite. Et extraordinairement, on commence par les méchants, c'est-à-dire le colonel Ulrich, et on commence par un traître qui prévient nos amis Blake et Mortimer, mais ça on ne s'en rend pas compte tout de suite, et qui est abattu froidement. Oups là, c'est pas du Tintin, hein, c'est du solide là. On était fascinés. En 1996, Jean Van Damme scénarise le premier album de Blake et Mortimer depuis la mort d'Edgar P. Jacobs, l'affaire Francis Blake. Pas facile justement de reprendre le travail du maître que l'on admire, mais Jean Van Damme n'a pas hésité une seconde. C'est l'acteur à qui on propose le Roi Lear, c'est l'acteur à qui on propose Cyrano, ça n'arrive pas tous les jours. J'ai presque eu le malheur, heureusement j'avais déjà signé le contrat, de dire au grand patron que je l'aurais fait à l'œil. Tellement ça me faisait plaisir. Oui, j'ai dit tout de suite oui, je me suis tout de suite entendu avec Ted Benoît pour choisir l'époque où ça se passerait, c'est-à-dire l'époque des années 50. Je me dis, bon, on a eu des histoires archéologiques, on a eu des histoires, mais c'est toujours Mortimer qui est mis en avant, qui est scientifique, manifestement, et Blake est toujours un pas en arrière. Si on mettait Blake en avant, Blake semble moins charismatique que Mortimer, qui est plus truculent. Blake est plus retiré, plus sérieux. Donc, on va mettre son métier en avant. À ce moment-là, il était déjà directeur du MI5, donc le contre-espionnage. J'avais repensé au livre de John Buchan, Les 39 marches, que j'avais lu. Je me suis un peu inspiré de cette atmosphère-là. Et c'était parti. Et malgré tout, Blake a un rôle principal, mais il n'y a rien à faire, c'est toujours Mortimer qui mène le jeu. L'Espadon, cet avion submersible, cette arme de guerre, apparaît en 1946 dans le tout premier épisode de Blake et Mortimer. Pourquoi décider aujourd'hui de réutiliser cette invention ? Pourquoi l'Espadon ? Pour 2 choses. Dans un précédent
Juste avant, Yves Sand avait raconté La vallée des immortels. Et tout au début du premier tome, il rappelle les images qu'on avait vues de l'attaque des Espadons et de la petite guerre qui a mis la fin et l'attaque sur Lhasa pour justifier la manière dont Ulrich avait survécu. Mais je me dis, mais ces Espadons, on n'en parle plus. On n'en parle que d'une seule manière, c'est à travers tous les albums, on félicite Mortimer. Ah, le professeur Mortimer, le génial inventeur de l'espadon. Ça m'a permis de retrouver les images du secret de l'espadon, puisqu'on repasse dans les mêmes décors, on va dans les mêmes villes. Et c'est là où je conseillais aux lecteurs, dans ma préface, de relire d'abord le secret de l'espadon avant de lire la suite pour retrouver le parfum de cette première aventure. À un moment, Blake dit à Mortimer: vous, Mortimer, le génial inventeur d'une arme capable de ravager une ville entière en moins d'une heure, vous considérez-vous comme un bienfaiteur de l'humanité? C'est pas une bonne question. Terrible question. Ouais. C'était celle-ci qui vous intéressait en fait. Voilà. Et Blake, de son côté, reconnaît que de militaire, il est devenu un super flic, patron du MI5, et dans l'histoire, il cause la mort d'un de ses agents. Donc j'ai voulu faire sentir qu'ils ne sont pas si blanc-neige que ça. Ils ont une responsabilité et je voulais régler ce compte que j'avais avec Blake et Mortimer où on les félicite toujours. Évidemment, on attaque Bazam Damdu comme on a attaqué les Japonais en larguant une bombe sur Hiroshima et Nagasaki. Bon, ça se discute, hein. On est en 1948 et je me pose la question du bornage temporel. Est-ce que c'est... Parce qu'évidemment, Blake et Mortimer, ça ne peut pas se passer dans les années 10, 20 ou dans les années 2000. C'est borné, quoi. C'est 40, 50, éventuellement pour aller 60, 70. Mais est-ce que c'est une contrainte ou une bénédiction de devoir rester dans ce... Pas du tout, c'est un choix. D'ailleurs, Yves Sand a fait des histoires qui se passent dans les années 60. Donc ici... Comme je voulais parler des espadons, ces espadons qui se couvraient de poussière à Makran, donc la base secrète devant le détroit d'Ormuz qui se trouve au Pakistan, mais le Pakistan, il vient d'être créé, le Pakistan, en 1947, lors de la partition de l'Inde. Donc il est tout à fait logique que les Pakistanais disent, bon, maintenant, évacuer, on ne veut plus d'une base des Anglais, donc les espadons y sont, donc il faut les déménager, et l'histoire commence comme ça. Donc là, il y a une date justifiée. Dans d'autres histoires, que ça se passe en 50, en 52, si, il y a l'histoire de la bombe atomique. On parle de Los Alamos, la date n'est pas citée, mais on sait, puisque c'est plus la bombe atomique, c'est la bombe H. Et la bombe H est née en 49-50. La difficulté aussi des Blake et Mortimer, c'est que ça s'inscrit toujours dans un contexte géopolitique extrêmement instable. Dans ces années-là, ça change sans arrêt. Est-ce que vous commencez toujours par vous documenter sur la période que vous allez couvrir, ou alors vous écrivez ce que vous avez envie d'écrire et ensuite vous faites les ajustements en vous disant ça ne peut pas être cette année-là, ça s'était pas créé, c'était pas ce nom-là, etc. Je me sers pas beaucoup d'Internet, mais j'ai de superbes encyclopédies. Par exemple, pour les États-Unis, j'ai tout ce qui s'est passé jour après jour depuis le 1er janvier 1900 jusqu'à 2000. J'ai ça pour la Belgique, j'ai ça pour la France, j'ai ça pour le monde entier. J'ai un truc très précieux, c'est un bouquin qui passe depuis l'âge des cavernes jusqu'à maintenant pour savoir année par année qu'est-ce qui s'est passé. Je feuillette tout ça et parfois je tombe sur un truc important. Ah, là, il y a eu une révolution. Là, les Russes ont... Là, est-ce qu'il y a moyen de l'utiliser? Est-ce qu'on peut l'avoir comme contexte historique? Oui, non, puis vous réfléchissez. Bon, un scénario, ça se trouve pas en une semaine, donc ni en un mois. Il y a un côté un peu Alexandre Dumas dans votre manière de faire, c'est-à-dire insérer des personnages dans le grand décor de l'histoire, sans que ça dérange trop tout le reste quand même, quoi. Est-ce que parfois vous avez été arrêté par ça? C'est-à-dire vous dire, non, si je les mets là, c'est impossible. Ça change l'histoire. Je suis contre. Sand fait ça plus que moi. Je suis contre parce qu'effectivement, ça date. Je me souviens, dans sa première adaptation, ils allaient quelque part où les Beatles faisaient. Donc, on prend les Beatles, donc on date.
Et ça, j'essaye de l'éviter. La seule chose où je fais attention, c'est quand on dit vive le roi ou vive la reine. Donc ça cite un peu, on est avant ou après 1950. C'est parfois la reine, c'est parfois le roi. C'est le seul truc où je fais attention. J'essaye d'éviter des personnages connus pour ne pas dater. Quand vous lisez ma préface, vous avez déjà deviné que le but de l'Espadon sera de démolir Buckingham Palace. On poursuit quelque chose qui aurait été psychologiquement très pénalisant pour l'Angleterre, c'est le coup des Twin Towers aux États-Unis. Ça a frappé l'Amérique comme aucun autre acte terroriste aurait pu le frapper. Donc on se base sur une histoire vraie. Vous lisez la préface, vous avez donc, vous, lecteur intelligent, parce que ceux qui achètent Blake et Mortimer sont forcément intelligents. C'est le critère. Donc, vous savez à quoi va servir l'Espadon. De même que quand vous voyez le faux major à la première page, vous savez déjà que c'est Ulrich qui se déguise. C'est jacobsien. Je ne dis pas qu'on se fout de la tête du lecteur, mais c'est tellement jacobsien que c'est drôle. Mais justement, c'est complètement assumé, ces tics de Blake et Mortimer. C'est des codes obligatoires, quoi. Des passages obligés. C'est pas obligatoire, puisque certains repreneurs, certains autres mercenaires ne s'en sont pas servis. Je me demande si je ne suis pas le plus jacobsien des repreneurs. Et cette fois-ci, j'y ajoute quelques notes d'humour, qui sont des notes, je dirais de petit humour, mais comme c'est dans des histoires où généralement il n'y en a pas, ça vous marque. Edgar P. Jacobs est mort en 1987, mais ses héros lui ont survécu. La question est, les héros sont-ils immortels ? Je ne vois absolument pas pourquoi les héros doivent mourir. Déjà que les auteurs meurent. Si en plus vous faites mourir les héros, on ne s'en sort plus. Dans 13, je faisais mourir une bonne femme, et ma femme qui lit les scénarios avant tout le monde, qui se fout pas mal de la bande dessinée, mais enfin elle lit le scénario, elle dit pourquoi tu la tues celle-là ? Elle va peut-être te servir après. Bien sûr qu'elle m'a beaucoup servi par après. Donc j'aurais été idiot. Sullivan, dans le deuxième Largo Winch, il aurait dû mourir. Enfin, dans Business Blues, il aurait dû mourir. Et ma femme m'a dit, mais enfin, pourquoi le tues-tu ? Il pourra peut-être servir. On l'a mis dans un fauteuil roulant et il a beaucoup servi par après. Donc, c'est vrai que mourir pour avoir un moment d'émotion, ce moment d'émotion, on peut parfaitement le regretter. Est-ce que vous avez une nouvelle idée qui vous trotte dans la tête pour Blake et Mortimer ? Pas du tout. Pas du tout. Non, ça peut venir, ça peut pas venir, mais je ne cherche pas particulièrement. Comme je vous ai dit, ça c'est en lisant le rappel de sang dans l'attaque de Lassa, je me suis dit, mais c'est vrai, on parle tout le temps de l'Espadon, mais on ne les voit plus. Et si on les voyait ? Et c'est parti comme ça. C'est parti d'un petit truc. Et ça peut partir d'un truc, mais ça peut venir à tout moment, pendant que je mange des tomates aux crevettes ou n'importe quand. Je ne cherche pas spécifiquement. J'avais déjà dit non, je n'en fais que 3, etc. Puis la légende explique, c'est pas une légende, que ma femme avait promis à Yves Schlier, le directeur éditorial, que j'en ferais encore un. Mais je crois qu'ils avaient bu déjà 3-4 verres à ce moment-là. Et puis c'est venu. C'est venu et j'estime que c'est mon meilleur. Regardez, Blake. Un escalier. À quelle profondeur, on n'en voit pas la fin. C'est impressionnant, on dirait l'entrée de l'enfer. Allons-y. Voilà, c'était le grand Jean Van Damme qui signe le scénario du dernier Espadon chez Dargaud, le nouvel épisode de Blake et Mortimer. Après le passé et le présent, retour vers le futur avec les inventions folles imaginées par Edgar P. Jacobs et Thierry Belfroy, grand spécialiste de l'œuvre et de ses inventions. Blake et Mortimer, Les Passagers du Temps, est un podcast en 3 épisodes présenté par Nicolas Caro en partenariat avec les éditions Dargaud. Production, Xavier Joly et Marco Grunfeld. Prise de son, Victor Nolot. Merci au Centre belge de la bande dessinée, à Jean Van Damme, Yves Sante, Daniel Couvreur, Thierry Belfroy, à Bruno Le Thor pour la création sonore, à la RTBF et enfin aux éditions Dargaud.